Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste parfois seulement. Tout comme le hashtag Nous sommes Marseille dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille, sa dynamique continue, son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invitée du jour, Marilyn Bellieu-Vigourou, créatrice en 1988 de l'Institut Mode Méditerranée, devenu la Maison Mode Méditerranée. Femme engagée, déterminée, elle ne lâche rien. À Paris, sur les défilés Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Alaïa, Isabelle Marant et d'autres, chacun connaît la silhouette de cette femme enthousiaste, aussi frêle que bien élevée. Elle ne manque jamais l'occasion d'interpeller journalistes, acheteurs et personnalités de premier plan pour les convaincre du bien fondé, de la qualité et du dynamisme de l'industrie de la mode à Marseille, de son historicité et de son rôle phare pour la mode euro-méditerranéenne. Retour sur 30 ans d'histoire de la mode à Marseille, 30 ans d'histoire de la mode et de Marseille. Je vous laisse découvrir notre conversation. Marilyn, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans Cité Radieuse, vous qui êtes si fortement liée à Marseille. Alors un mot pour commencer, nous nous trouvons au MAMO pour cet enregistrement, le centre d'art situé sur le toit de la Cité Radieuse. Pourquoi avoir fait ce choix ? C'est un choix, d'abord, c'est un immeuble que j'apprécie énormément, cette architecture qui a fait le tour du monde sur le plan visuel. On a la chance de l'avoir à Marseille. C'est vraiment une cité, pour moi, qui symbolise, je dirais, un habitat qui est toujours d'actualité. Et puis surtout, c'est devenu, grâce au Raïto, un lieu de référence sur le plan culturel. Alors, c'est plus qu'une architecture, c'est aussi un lieu de vie culturel de très haut niveau et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, être au MAMO, pour moi, c'est vraiment dire merci Marseille. Alors, Marseille, vous y êtes née ? Je suis née à Marseille, oui. Quel souvenir d'enfance gardez-vous ? Je garde d'abord une enfance très heureuse avec des grands-parents très proches, des parents très actifs. Donc, j'étais plutôt élevée par ma grand-mère qui est une femme extrêmement coquette, et qui portait beaucoup de soin à son apparence et qui a dû certainement m'influencer plus tard dans mes choix, mais une ville où l'enfant est roi, en fait. Et Marseille plutôt urbaine ou plutôt bord de mer ? Plutôt bord de mer et campagne. J'avais la chance d'avoir une maison de campagne et on y allait assez souvent, mais c'est vrai que la mer était très importante puisque mes grands-parents étaient d'origine italienne, donc les arrière-grands-parents sont arrivés ici avec l'exode en bateau. Et D'accord. pour eux, la mer avait un lien, une reconnaissance aussi, Notre-Dame de la Garde, le côté, cette mer qui est porteuse aussi d'une immigration, ça a toujours existé, mais aussi de reconstruire une famille dans un autre pays. Et ce port d'accueil, du coup, ce port d'accueil, qui est Marseille. Alors, plutôt que de revenir sur votre parcours en quelques phrases, j'aimerais que vous me disiez, vous, si vous vous retournez un instant sur ce que vous avez accompli, qu'en diriez-vous ? Alors que ça passait très très vite. C'est vrai que cette année, on se dit que ça fait 30 ans que j'ai cette passion pour la mode et je vois tout ce qui a été réalisé, pas seul, mais avec beaucoup de bonnes fées et de gens qui se sont, qui m'ont soutenue et je trouve que Marseille est à la mode et j'en suis fière parce que c'est vraiment à la fois une culture, une économie, un rayonnement international, un musée qui fonctionne, des étudiants. Donc je me dis que finalement, 30 ans, oui, ça a passé très très vite, mais on a construit ensemble beaucoup de choses qui vont rester. Alors vous avez eu, c'est certain, une intuition dans les années 80 de l'existence d'un gisement de créateurs de mode à Marseille. C'était pas évident du tout à l'époque. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'était, en fait, comme je dis souvent, même si c'est loin tout ça, c'est un peu accidentel, puisque j'aimais la mode en tant que jeune femme, mais pas forcément consommatrice à outrance. J'aimais la mode pour ce qu'elle représentait, pour son côté festif et esthétique, mais ça n'a jamais été une vocation pour moi. Et puis, lorsque mon ex-mari est devenu maire de Marseille, j'avais 30 ans, des enfants en bas âge,
Et j'ai compris qu'en fait, pendant les 3 années, il fallait que je trouve une activité qui soit bénévole et qui accompagne une mandature. Et mon profil était plutôt, d'après les experts, inaugurer les clubs de troisième âge ou les crèches. Et je me suis affolée parce que je me suis dit que j'adorais les personnes, voilà, que c'était voilà, que social, apporter du réconfort, et la galette des rois, c'était aussi possible de le faire. Voilà, aller voir les enfants empiler des assiettes ou des petits jeux, c'était aussi très touchant, mais je n'avais pas du tout envie de faire ça parce que je voulais vraiment que ça soit spontané, qu'il y ait autant d'authenticité, d'investissement personnel. J'en ai discuté avec Edmond Charleroux, qui a toujours été d'un très très grand conseil avec moi et avec qui j'étais proche. Et on a parlé de mode, bien sûr, et je connaissais bien le cours Julien parce que voilà, je consommais des vêtements chez Zaza of Marseille, chez Diable Noir, qui étaient des marques émergentes, et j'aimais, en fait, le même âge, en fait, avec ces créateurs. On avait 30 ans. Et j'ai aimé leur contact. Et puis un jour, je suis allée les voir en leur disant, écoutez, voilà, je ne sais pas le rocher de la principauté de Monaco, c'est éphémère ma fonction, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut bâtir? Et l'idée est partie d'un brainstorming, comme on dirait aujourd'hui, où tout le monde, très spontanément, comme il n'y avait pas de décalage générationnel, chacun a pu dire, critiquer, s'exprimer. Et à Marseille, il manque ça, on n'a pas de lieu culturel dédié à la mode, on n'a pas de structure qui croit en nous. On est isolé, on se réunit très peu, à part voilà, dans le quartier. Et petit à petit, l'idée est née de cette création de l'association. J'en ai parlé à Edmond Charleroux, et après, financièrement, c'est vrai qu'il fallait des sponsors. Et Edmond m'a présenté à Pierre Berger, qui a adoré le projet, et qui m'a dit, tout ne doit pas se passer à Paris, c'est une très bonne idée, Maréline, il faut décentraliser tout ça, j'aime beaucoup le profil de votre mari, vous êtes une jeune femme, vous avez de l'ambition, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Voilà, donc c'est vrai que j'ai bénéficié, on va dire, de personnalités bienveillantes autour de moi, qui aimaient Marseille, parce que je crois que c'était important, c'est pas uniquement voilà, un couple, mais c'est surtout une ville qu'ils aimaient au travers de nos projets. Et qui aimait Marseille il y a 30 ans. Et qui aimait Marseille, voilà, qui aimait Marseille il y a 30 ans et qui croyait déjà dans cette ville, en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a porté. Donc la vie, ça a été une suite de rencontres, pas toujours positives, hein, parce qu'on peut rencontrer des gens et puis rester amis, et puis rien n'est produit ensemble. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui ont adhéré à chacun des projets que je leur proposais. Et 30 ans après, c'est toujours un grand succès, beaucoup de travail accompli. Que reste-t-il aujourd'hui, à votre avis, de votre travail et de ce moment intense de la créativité marseillaise ? Il reste des très belles marques qui, non seulement elles restent, mais elles vont se développer, comme par exemple Sessoun. Emma François, ça a été une très belle rencontre il y a 20 ans, d'une jeune femme lumineuse, étudiante, qui bidouillait, comme on dit à Marseille, quelques vêtements, et qui avait du succès auprès de ses copines, qui est venue nous voir, et on a essayé de l'aider à structurer son entreprise. Aujourd'hui, c'est quand même une entreprise extrêmement internationale, qui a toujours son siège social à Marseille. Emma était très présente dans l'activité de la MMM en tant qu'administrateur, sponsor. Donc ça, c'est déjà pour moi, si vous voulez, une belle réussite. Après, il y a bien sûr ce lien culturel qui est important avec le musée. Alors même s'il a déménagé, qu'il a eu un temps, on va dire, de réadaptation, il y a des collections qui restent, qui sont très importantes. Ces collections, c'est quand même l'Institut Mode Méditerranée qui les a sollicitées auprès de grands couturiers, auprès de partenaires privés. Donc on a doté quand même la ville aujourd'hui de 6000 pièces qui sont dans les archives et qu'on utilise de temps en temps. Donc là, la partie culturelle est importante. La partie économique, c'est vraiment une ville où les industriels, les jeunes industriels, que ce soit American Vintage, les bijoux Gass, etc., pour ne citer que quelques-uns, mais Caporal aussi, eh bien, sont fiers d'avoir le siège social dans leur ville. Ils sont internationaux, c'est important pour moi de le dire à vos auditeurs, parce que l'image de la ville, elle est bien, si on l'apprécie sur son territoire, mais elle est encore plus importante si on l'aperçoit, on perçoit son image à l'international, et c'est vraiment le cas au niveau de la mode. Et puis, je dirais, ces 10 dernières années, la formation, c'est aujourd'hui la clé importante pour le développement de notre filière, et avoir initié avec Aix-Marseille Université une licence à Aix-en-Provence, un master 1, master 2, qui sont des formations performantes, avec des emplois à la clé pour les diplômés, et puis surtout avec une grande accessibilité financière au niveau du marketing et du management des métiers de la mode. Donc tout ça, voilà, ça apaise et ça rend heureux.
Oui, donc c'est important de le préciser pour cette formation. C'est pas forcément c'est pas pour devenir styliste, mais c'est management des métiers de la mode et du textile, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est plus pour la gestion, le marketing, Voilà, c'est autour des métiers de la c'est mode. ce dont aujourd'hui les marques, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient nationales, ont besoin pour développer leur réseau, qu'il soit un réseau français, européen, au-delà. Ils ont vraiment besoin d'avoir des managers habilités à la lecture de la mode, à son histoire et à son lexique. Et en cela, je trouve que la MMM a toujours été visionnaire finalement dans sa démarche. Oui, c'est ce qu'on dit. Il faut savoir anticiper. Hein. Moi, j'ai la chance de connaître ce qu'on appelle les bureaux, les grands prescripteurs de tendances qui sont Nelly Rodi, Lié Delcorte et bien d'autres. Et j'avoue que c'est passionnant de voir ces bureaux réfléchir 4-5 ans de ce que sera la mode future, comment le consommateur va réagir. Et finalement, on s'aperçoit que la mode, elle est au centre de l'habitat, de la gastronomie, de l'alimentation. Elle est vraiment, je dirais, étroitement liée à tout ce qui fait finalement l'évolution d'une ville ou d'un pays. Et c'est vraiment, pour moi, je l'ai compris assez tôt. Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de regarder jamais dans le rétroviseur, mais de regarder toujours devant. En fait, les reproches qu'on pourrait me faire, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'en fait, je ne savoure pas le moment présent de béatitude, oh, c'est formidable. Vous êtes tout de suite dans l'après. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment comme si je le vis présent. Voilà, je suis présente physiquement, mais je suis déjà ailleurs, quoi. Et ça, parfois, c'est une qualité et parfois, c'est un énorme défaut. En dehors de Milan, Londres ou Paris, y a-t-il un autre espace pour la mode, notamment en Méditerranée aujourd'hui? Et à votre avis, Marseille a-t-elle les atouts pour devenir cet espace-là? Alors, il y a beaucoup de structures associatives. Alors déjà en France, parce qu'on a été, c'est vrai, l'Institut de la mode a été le pionnier il y a 30 ans, mais on a travaillé avec Lyon, qui ont monté une structure mode aussi qui marche très bien. On a été ses partenaires de Paris, de Lille, Roubaix. Donc vraiment, déjà, on a essaimé à partir de Marseille, je dirais, sur un territoire français. Sur le plan, alors je ne mets pas bien sûr Milan, Londres, New York, qui sont des grandes capitales et qui sont plutôt, je dirais, un lien direct avec Paris, qui est leur homologue. Mais nous, à partir de Marseille, on a tissé des liens très forts avec la Méditerranée et notamment avec le Maroc. En fait, ce qui a intéressé le conseil d'administration et tous ceux qui travaillent avec moi, qui travaillent avec moi et qui vont continuer à travailler, c'est qu'en fait, on se dit que comment transformer des pays ou apporter une connaissance à des pays qui étaient, par exemple, qui étaient reconnus pour une industrie textile plutôt mass market, ce qui est le cas du Maroc, de la Tunisie. Oui. Quand on sait qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont dans ces pays-là sont des créatifs dans le design, dans la mode, et qui n'ont qu'une envie, c'est apporter de la valeur ajoutée à leur pays, d'en faire des pays européens, voire internationaux, dans ce domaine-là bien précis. Et on a créé une école de mode à Casablanca il y a maintenant une dizaine d'années, qui est vraiment formidable parce que c'est une école, d'abord c'est la seule école pour toute l'Afrique actuellement, et c'est une école vraiment où il y a un enseignement hyper performant et où finalement petit à petit les industriels marocains qui ont été quand même les fondateurs de cette école y croyaient sans trop y croire parce que pour eux la créativité elle est forcément internationale, donc il faut la chercher à Londres, à New York, à Paris, etc. et pas forcément sur son territoire. Mais c'est quelque chose que moi j'ai bien compris et anticipé, puisque c'était un peu le reproche qu'on faisait à Marseille. Et aujourd'hui, ils sont au premier rang des défilés de fin d'année pour capter les premiers prix, leur proposer des postes dans leur entreprise, créer des collections capsules, etc. Et petit à petit, on voit vraiment que le Maroc est devenu vraiment une référence dans ce domaine-là. Alors on le disait, la MMM, c'est un dénicheur de talent, un incubateur, propose une formation, vous avez ouvert des écoles. Et puis en 2010, vous avez lancé l'événement Open My Med. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Comment il est né cet événement? Alors il est né
toujours avec la réflexion du conseil d'administration. J'ai la chance quand même d'avoir dans ce conseil d'administration des personnalités très influentes, des grands groupes, le patron de LVMH, Sidney Toledano, qui est un Méditerranéen et qui a fait ses études à Marseille aussi, mais Chanel, et puis à côté de Chanel, bien sûr, les entreprises marseillaises dont je vous ai cité quelques noms tout à l'heure, l'IFM, l'Institut français de la mode, l'université. Et ensemble, on réfléchit beaucoup, c'est-à-dire que les idées viennent, mais après, elles sont quand même validées, elles font l'objet de concertation. On a travaillé effectivement en 2010 sur le positionnement de ce concours, le Open Minded Prize, on va dire se tourner vers la Méditerranée, sans oublier bien sûr les créateurs qui sont sur notre territoire. Il y a beaucoup de créateurs marseillais et parisiens et français qui concourent, qui sont lauréats et que nous aidons. Mais l'idée, c'est de se dire, ne pensons pas régionalement, imaginons qu'en fait c'est comme toujours un projet décentralisé. Ça ne pourrait pas se faire à Paris parce qu'il n'y a pas de légitimité naturelle de se dire que Paris se tourne vers la Méditerranée, mais c'est une légitimité à partir de Marseille. Donc partant de ce constat-là avec le Conseil d'administration, en 2010 on a donc créé l'association Maison Mode Méditerranée, qui était en fait la fusion de l'Institut Mode Méditerranée et de la Cité Euroméditerranée de la mode, et puis on a lancé ce concours. Après, nous, on n'est pas dans la surenchère de communication. On préfère, tester, tester, puisque c'est assez innovant ce que nous faisons. Donc, prendre le temps de la réflexion et au bout, effectivement, de quelques années, du succès de ce concours, la façon dont les créateurs, quand ils sont à Marseille, se fédèrent entre eux, puisque finalement, ils forment une famille très différente sur le plan stylistique, mais unis par des liens forts qui sont cette Méditerranée et des valeurs culturelles partagées. On s'est dit, maintenant, on est assez fort, pour faire un événement grand public, pour montrer au grand public en disant, écoutez, vous nous avez perdu de vue depuis 2013, parce qu'on n'est plus sur la Canebière, on est toujours à Marseille, on travaille sur la formation universitaire, on travaille sur un concours euro-méditerranéen, on a des valeurs sûres qui en sont issues. Maintenant, on va pouvoir montrer, ce foisonnement créatif en créant un festival, qui ne soit pas un festival qui vienne s'ajouter à d'autres festivals, mais un festival qui ait une vraie identité. Et la chance a fait que ma fille Aurélia, que vous connaissez, avait rencontré à Paris Yacine Awadi, qui est d'origine marseillaise. Moi, je ne le connaissais pas vraiment, j'avais vu dans la presse qu'il défilait, qu'il était apprécié par les Américains, ce qui était déjà quand même assez, fabuleux, parce qu'en général, c'est pas toujours évident. Et Yacine, le premier défilé était donc un hommage à Marseille, avec 13 vêtements et 13,015 puisqu'il est issu des quartiers nord. Et ça a plu énormément au conseil d'administration qui m'ont dit, mais quand on parle de Marseille, nous les Parisiens, on voit toujours le côté négatif, les quartiers nord, la drogue, ces enfants qui sont errants et qui sont abandonnés. C'est un cliché qui n'est pas du tout ma vision, mais c'est le cliché qu'on peut avoir à Paris et qu'il faut respecter. Et ils me disent, mais c'est formidable, finalement, ce garçon... il est marseillais, issu de la communauté algérienne. Il a vécu à la Castellane, qui est la cité, dont on entend le plus parler de façon négative. Il va à Paris faire des études parce qu'il a envie de s'en sortir. Il devient créateur couturier et le premier réflexe qu'il a, c'est de rendre hommage à sa ville. On dit il faut vraiment que ça soit lui qui ouvre le festival. Donc voilà, ça c'est Yacine. Et puis après, on a continué par Jacques Mus. Oui. Qui est aussi un enfant du pays, solaire. Alors, Yacine, c'est plutôt la haute couture, l'excellence d'un savoir-faire. Vous l'avez reçu, vous expliquez la façon dont il perçoit la mode et comment il habille ses clientes, etc. Simon, il est bouillonnant, quoi. Tout ce qu'il touche, il le transforme, en succès, que ce soit ses micro-sacs, ses souliers, la mode homme, la femme. Il est vraiment solaire, il est extrêmement attachant. Et on a l'impression que le matin, quand il se lève, tout est facile, alors que je pense que c'est pas du tout la réalité. Mais c'est vraiment, et c'est un garçon qui aime Marseille, donc c'est très très important par rapport à l'international.
et surtout aux Parisiens, qui sont quand même des supporters dont nous avons besoin, de se dire qu'il y a des talents qui aiment cette ville, voilà, et qui portent viennent de cette ville. Et qui viennent de cette ville, voilà. Et puis après, Christelle Cochet, donc là, qui n'est pas du tout marseillaise, mais qui, dans son approche couture, mixe énormément le streetwear, tout ce qui est, disons, communautaire, ethnique. Et après, je l'avais rencontrée plusieurs fois, elle m'avait dit, mais Marseille est une ville qui me fascine, elle est inspirante. Et on voulait montrer au public marseillais, qui a été très très nombreux à nous suivre, mais c'est vrai que le public nous suit parce qu'on a voulu montrer finalement qu'on est de Marseille et on porte une parole internationale, et on est de l'international et on porte une parole à Marseille. Donc voilà. Et cette année, ça a été, je veux dire, une année pas de respiration, mais une année où on s'est vraiment posé beaucoup de questions, notamment le conseil d'administration sur la suite à donner. 30 ans, je disais tout à l'heure que ça paraît court, mais c'est pas vrai, hein, c'est quand même très très long. Et qu'est-ce qu'allait devenir la MMM, comment elle allait se restructurer, comment elle allait avancer, etc. Et on a voulu faire, si vous voulez, une respiration joyeuse, hein, heureuse, en montrant aux Marseillais le travail que nous avions fait sur 10 années avec le concours Open My Med, de montrer ce foisonnement créatif, de montrer que le musée voilà, est un support très très important pour nous et un partenaire, et puis de tourner la MMM vers l'avenir. Et c'est d'ailleurs Yacine Awadi, le directeur artistique, voilà, de cette expo. C'était tout à fait, l'idée, c'était aussi de montrer que quand on est couturier, on a plusieurs talents à son arc. On peut être photographe, on peut être musicien, voilà. Mais c'est vrai souvent ils sont scénographes parce qu'ils aiment mettre en image leur création. Et j'avais été très impressionnée par les 3 présentations de Yacine, qui travaille avec son papa, qui est ferronnier, qui a des mains d'or. Et je trouvais que cette complicité père-fils était vraiment très très belle à voir, et puis surtout très réussie sur le plan de l'esthétique. Et on lui a confié la direction artistique avec Mathieu Pabio, qui est son compagnon. Marilyn, quel est votre rôle aujourd'hui à la Maison Mode Méditerranée ? Alors, je veux dire que, écoutez, je peux coller des enveloppes, non, faire les cafés. Pas ça, je n'y crois pas une seconde. Non, en fait, oui, mais ça ne me gêne pas, franchement. Alors, quel mort aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis rentrée au conseil d'administration. J'ai souhaité, si vous voulez, je pense que même si je me sens, je veux dire, toujours... voilà, dans disons, actuelle, dans mon raisonnement, dans ma façon de vivre et de voir la mode, je pense qu'il faut savoir tourner des pages et laisser d'autres personnalités s'exprimer, qui apportent des compétences nouvelles. Et c'est ce qu'on a souhaité avec le conseil d'administration, de nommer une directrice générale qui est une jeune femme internationale, qui aime Marseille et avec qui on a déjà travaillé. Donc il y a déjà une habitude qui a été prise, et vraiment comme un petit test qui a été fait. Et le test était vraiment très très positif, et je me sens en confiance de laisser finalement ce patrimoine à cette jeune femme qui est vraiment très talentueuse. Un conseil d'administration qui s'est renouvelé aussi, dans lequel je rentre. Donc mon regard, ça va être un regard bienveillant, toujours, c'est évident, parce que c'est quand même une structure à laquelle je suis très attachée, presque un peu addict, on va dire, mais en même temps, quand je prends une décision, je ne reviens jamais en arrière. Et alors, ça fait plusieurs années qu'on dit « Ah oui, Marilyn, elle va partir, elle ne va pas partir, etc. » Et je dis tout le temps, mais je ne suis pas la Tina Turner qui dit tout le temps « Je m'en vais. » C'est la dernière tournée, et finalement, je reviens. Et c'est non, vraiment, j'ai mis la barre très haute, Tina Turner. Oui, voilà. oui. Non, moi, je trouve que c'est juste. C'est gentil. On en va un petit peu à la mode. Beaucoup de grands créateurs que vous avez en plus eu la chance de côtoyer, des créateurs de l'époque, ont soit disparu, soit vendu leur maison. Je pense à Asdine Alaya, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, par exemple. Peut-on dire qu'ils ont été remplacés ? Et si oui, par qui ? C'est une question très très pertinente. Alors, pour Karl, on sait bien qu'il y a une suite. Voilà, c'est avec son bras droit, qui est une femme remarquable et qu'il a presque désignée de son vivant. C'était son choix.
Pour Asdin, c'est très très compliqué parce que j'ai eu la chance de très bien le connaître, d'habiter chez lui et vraiment c'est l'homme qui m'a formée à la mode, à l'œil de mode, parce que c'est vraiment quelqu'un de fabuleux sur le plan, je vais dire, de l'esthétique. Le corps d'une femme, c'est une sculpture pour lui. Et il pouvait passer des heures, des mois, des journées entières à agrafer, à épingler plutôt une manche, et sans attendre, le défilé c'est après-demain, il faut que cette veste soit prête. Et c'est difficile, des personnalités qui ont un tel charisme, un tel savoir-faire, et puis qui crée vraiment un vêtement de Alaïa, il se reconnaîtra dans 100 ans, même si on n'est plus là. C'est quelqu'un qui ne passera jamais. Alors, il peut y avoir des assistants qui perpétuent, on va dire, l'image, l'ADN de la marque. Mais l'homme, il est irremplaçable. Oui, c'est certain. Et Saint-Laurent, Monsieur Berger avait toujours dit, après Saint-Laurent, il n'y aura plus de haute couture. Bon, elle résiste quand même, mais il n'y a plus de Saint-Laurent. Alors après, c'est une marque dans le prêt-à-porter et dans le cosmétique c'est une très belle signature. De nombreux créateurs ont pris la direction artistique, qui ont fait vraiment des miracles sur le plan financier. Mais je crois que c'est une génération qui n'existe plus. J'ai eu cette chance finalement de les rencontrer. Et c'est autre chose, c'est des Jacques Mus qui sont tout aussi passionnants, ou des Christelle Cochet, ou des Marine Serre, vraiment des personnalités fortes qui vont marquer un style aussi, et une époque. Mais je crois que c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, tout à fait. J'ai juste envie de revenir une minute sur Karl Lagerfeld. Je vous ai eu longuement pour un portrait de lui lors de son décès. J'ai été touchée par ce que vous m'avez raconté, pour son amour pour Marseille que j'ignorais. J'aimerais que vous le racontiez à celles et ceux qui nous écoutent, en fait. Karl, c'est quelqu'un qui m'a impressionnée. Pour Marseille, c'est vrai que quand en 89, on a pu acquérir avec des souscriptions une partie de la collection Chanel qui appartenait à une propriétaire privée, Karl, bien sûr, l'a authentifié. C'est quand même très important de savoir que les 24 pièces qu'on allait, à faire acheter par du mécénat, et qui allait rentrer dans le patrimoine du musée de la mode de Marseille, soit des pièces authentifiées. Et Karl m'a beaucoup parlé à ce moment-là de comment il percevait Mademoiselle Chanel, ce qu'il était en train de faire au sein de cette maison, etc. Mais toujours avec beaucoup d'intérêt pour Marseille. Il y a un musée de la mode à Marseille, mais c'est formidable. Alors je vais souvent à Monaco, certes, mais j'aime bien venir dans cette ville. La ville m'inspire. Parfois je vais sur la Canebière, ce mélange des genres, est passionnant, etc. Donc déjà, ça me... Aujourd'hui, on me le dirait, je serais plus armée pour le comprendre et même pour le défendre. Il y a 30 ans, quand on me le disait, c'était plutôt spectateur, quoi. Je ne savais pas quoi dire, honnêtement. Et puis, après, l'exposition Chanel s'est faite à Marseille, donc il est venu régulièrement au musée Borelli, puisque c'est là, et il adorait le château Borelli, ce petit écrin, dans ce parc municipal, et il a fait donc cette exposition passé-présent, Mademoiselle Lagerfeld. On a eu la chance finalement que les Japonais, qui faisaient partie de mes sponsors à ce moment-là, voulaient aussi que cette exposition voyage après Marseille et aille à Tokyo. Donc on est tous allés ensemble à Tokyo, mais c'est vrai qu'il était très très touchant, et 2 ou 3 fois, quand j'allais des défilés, j'allais le féliciter aussi, mais j'étais la 100e ou la 1000e personne à qui il disait « Oh, merci », etc. Et puis moi, je dis « Bravo », voilà. Ça n'allait pas plus loin. Mais c'est vrai que je recevais de temps en temps, par exemple, des gravures. Alors je me dis « Mais qu'est-ce que c'est ces gravures ?» Et je voyais un petit mot de Karl qui me disait « J'étais dans une vente aux enchères, alors j'ai vu une gravure d'une couturière marseillaise, alors du 19e siècle, qui était là à Marseille. Et donc, je dis « Je l'achète et je vais l'envoyer pour le musée de la mode. » Donc c'était vraiment très, très touchant. Et chaque fois qu'on demandait aussi un vêtement, dans la collection, je disais Monsieur Lagerfeld, le numéro 24, j'ai adoré, il y avait un peu d'exotisme, etc. La semaine d'après, on le recevait, quoi. Il a toujours été très très réactif. J'ai eu la chance qu'il me fasse un portrait aussi, c'était vraiment très drôle, parce que vraiment il avait fait venir important avec 15 vêtements pour un tout petit portrait. Quelle chance. Ah oui, c'est des souvenirs incroyables. Il m'avait dit « Oh là là, je vous fais du noir et blanc », comme il parle très très vite, « Je vous fais du noir et blanc, je fais la couleur, mais mon choix c'est noir et blanc ». Et puis le choix de Karl, c'était pas la peine. Je lui disais « J'aurais préféré la photo en couleur ». Non, mais j'ai eu cette chance-là. Non, mais c'était très touchant ce que vous m'aviez dit, parce que son attachement à Marseille, vous m'aviez parlé de cette gravure et tout ça. Et c'est vrai que beaucoup ont dit
après son décès, qu'il s'intéressait énormément aux autres, qu'il avait une grande c'est... mémoire, qu'il prenait des nouvelles. Et vous le confirmez. Ah oui, non, mais c'est d'une générosité. Je veux dire, la petite Mini qu'on avait fait habiller par Karl. Pour Madame Chirac, pour la maison de Solène, avec une grande vente aux enchères. Il y avait à peu près 80 créateurs et couturiers qui avaient répondu oui pour habiller l'épouse de Mickey. Et c'était chez Christie's à Paris. Et au fond de la salle, il y avait une personne qui surenchérissait. On a vu commencer, mise à prix 5 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Alors on n'en revenait pas parce que c'est quand la poupée elle faisait 22 cm de hauteur. Donc le tailleur avec le sac, c'était relatif aussi. Et ça a été adjugé à 20 000 euros. Et puis après, je suis allée voir ce monsieur pour le féliciter, le remercier. Et il m'a dit, mais madame, monsieur Lagarfeld m'a dit, vous ne rentrez pas à la maison tant que vous n'avez pas acheté le modèle. Grosse pression. Voilà, donc oui, c'était... non, c'est vraiment quelqu'un, il n'en a jamais tiré, le lendemain dans les médias, ça ne s'est pas su. Non, c'est vraiment quelqu'un, je veux dire... et même son décès m'a touchée, la façon dont il a organisé ses obsèques, sans faste. Ça le grandit encore plus à mes yeux. Ouais, j'imagine. Marilyn, vous avez sans doute déjà entendu parler du hashtag de Nous sommes Marseille. Je n'ai même pas besoin de vous poser la question puisqu'ils sont partenaires de votre exposition. Donc ce hashtag cartonne sur les réseaux sociaux et de nombreux Marseillais se le sont appropriés. Nous sommes Marseille, ça parle d'identité. Pour vous, c'est quoi être Marseillais ? C'est quoi être de Marseille ? Moi, j'adhère tout à fait, bien sûr, à ce slogan « Nous sommes Marseille ». D'ailleurs, il est sur toutes les affiches de l'exposition qui est actuellement au musée Borelli. Je trouve que c'est une très belle initiative. « Nous sommes Marseille », c'est-à-dire qu'on incarne tous les quartiers, toutes les ethnies. On est pluriel. Voilà, donc nous sommes Marseille, c'est être ensemble, unis, et on le voit que c'est une ville quand même très pacifiste et très ouverte avec toutes ces communautés qui vivent ensemble. Chaque fois, je trouve que c'est un bel exemple qui n'est pas assez mis en avant justement sur ce côté, je veux dire, de tolérance. Et nous sommes Marseille, oui, ça veut dire nous sommes tous un autour de Marseille. Vous avez récemment rencontré le président de la République, Emmanuel Macron. A-t-il été à votre écoute concernant la filière mode en France et à Marseille plus particulièrement, lui dont on sait qu'il est extrêmement attaché à cette ville ? Si vous pouvez nous en dire deux mots. Oui, non, il n'y a pas de confidentialité. Alors oui, moi j'étais très touchée d'être invitée et surtout à ce dîner, il y avait aussi Emma François, donc la marque Sessoud. Donc on était quand même 2 supportrices mode pour parler au président. Et d'abord, l'exposition a été labellisée Sommet de la Méditerranée, Union des 2 rives. J'étais en relation depuis plusieurs mois avec des conseillers à l'Élysée sur la teneur de notre exposition, son ambition, je veux dire son écho, et je pense que ça a énormément joué d'avoir ce label. C'est certainement à cause de ça que le président m'a choisi parmi ses invités. Oui, j'ai eu la possibilité de lui dire que bien sûr il y avait une nouvelle équipe, que la MMM c'était vraiment un bébé auquel j'étais très attachée, un grand enfant maintenant de 30 ans auquel j'étais très attachée, mais qui allait avoir une suite et que la MMM avait des idées de projets. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus à partir de Marseille ? Alors, la nouvelle équipe ouvre la Méditerranée à l'Afrique, parce que je pense quand même que c'est très important aujourd'hui, tout ce phénomène de mode africaine qui est pris relais par les top modèles qui sont souvent issus du Niger. Donc, il y a vraiment un phénomène on va dire, une multiplication dans les réseaux sociaux qui font que ces stars, finalement, qui font l'image d'une marque ou d'un label, sont très attachés à leur racine. Donc, de le côté identitaire, plus que star, nous intéresse énormément. Oui, je lui ai parlé et il m'a dit, à la fin, quand je lui ai dit au revoir, il m'a dit « J'ai entendu votre message ». Waouh. Alors depuis, la nouvelle équipe correspond, les administrateurs correspondent avec quelques conseillers. Voilà, je pense qu'il y a possible. Enfin, il faut pas avoir le complexe de dire qu'est-ce qui se passe à New York qu'on pourrait faire à Marseille, qu'est-ce qui est à Milan qu'on pourrait faire à Marseille. Non, ce qui existe déjà doit rester où ça est, avec son contenu, mais nous, il faut avoir 10 ans d'avance dans le projet. Voilà, donc il faut avoir ni Tour de Babel, il faut pas avoir le complexe de dire on va devenir une énième villa Médicis.
Et puis ne pas non plus se dire on est un mini UNESCO, mais par contre le projet qu'on pourrait porter pourrait être soutenu par la Villa Médicis. On pourrait avoir un label avec l'UNESCO. Il faut pas regarder ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et je crois que c'est le message que j'ai essayé aimablement de lui dire, hein, sans trop insister non plus, parce que je pense qu'il a déjà des idées bien définies sur la façon dont il perçoit Marseille. Ce qui m'a confortée dans la démarche de la Maison Mode Méditerranée, c'est qu'en fait, il m'a dit clairement, je ne vois pas Marseille comme une métropole, je la vois comme une deuxième capitale. Donc, il ne me l'a pas dit qu'à moi. Hein. On était comme 27 autour de la table à l'avoir entendu. Donc, voilà. Mais, voilà. Donc, je pense effectivement, peut-être on focalise trop sur le côté, voilà, on est une métropole, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a la métropole, l'organe politique, hein, qui est très, très important. Mais après, je pense effectivement, dans certains secteurs, pas tous, hein, Marseille doit se positionner comme une capitale, une deuxième capitale. Voilà. Après, ça peut être forcément Paris, mais il ne faut pas avoir ce complexe de dire on fait un incubateur high-tech, alors on est la station, on est comme à Paris. Je crois qu'il faut vraiment prendre le temps, il ne faut pas être pressé, de bien réfléchir et de se dire quel est le projet qui, dans 2-3 ans, s'il est inauguré, fera que encore dans 10 ans, il sera hyper innovant et qu'au contraire, on viendra voir comment on a fait pour soit le reproduire, soit faire autre chose en s'en inspirant. Et on en revient à la question de l'identité finalement. Voilà, c'est garder son identité et en faire quelque chose. Oui, c'est pas votre complexe en fait. Exactement. Voilà, sur ce qui se fait ailleurs et ne pas être nostalgique de ce qui se fait ailleurs, mais plutôt être concentré sur ce qu'on doit faire pour que les gens d'ailleurs viennent ici. Alors Marilyn, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image? Alors je dirais La nuit étoilée de Van Gogh. Si Marseille était une chanson? Alors je reste dans la chanson française, Florent Pagny, Savoir aimer. Ah oui, pourquoi? Sans rien attendre en retour, je crois. C'est beau. Oui, je crois que c'est ça. Il faut aimer Marseille sans se dire qu'elle va vous servir, mais plutôt essayer de la servir. Si Marseille était un film? Alors là, j'ai beaucoup hésité, hein, mais je pense que le film qui me touche le plus et qui incarne vraiment les valeurs de Marseille et je veux dire, qui n'a pas pris de ride, c'est La fille du puisatier. Pour moi, je trouve que vraiment, c'est la vraie vie, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas au quotidien, mais c'est vrai, c'est des histoires qui se renouvellent et qui gardent finalement beaucoup d'espérance et dans l'humain. Voilà, peu importe sa situation, quoi. L'amour triomphe toujours. Votre expression marseillaise préférée? Moi, j'aime bien le mot minot. Je trouve que je l'emploie pas beaucoup, honnêtement. Mais quand je l'entends, ça me touche. Ah, t'as pas vu le minot? Voilà. On traduit éventuellement oui, pour ce, le petit, le petit, le minot, voilà, l'enfant, parce que finalement, je crois que les mamans méditerranéennes, on veut jamais voir grandir nos enfants, et finalement, cette expression, même si on la voit pas au quotidien, voilà, pour nous, un enfant, c'est toujours un minot, quoi. On le voit pas adulte, hein, et je suis bien placée pour le savoir. Merci beaucoup Marilyn. Merci. Longue vie à la MMM. Merci. Et merci 1000 fois pour tout ce que vous avez fait pour Marseille et pour tout ce que vous continuez à faire pour faire rayonner cette ville. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir autour de vous, commentez sur iTunes, partagez le lien et abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite un très bon été. À très vite. Salut!